Salut et bienvenue dans le podcast CM au sommet et sur la chaîne YouTube Julien Barrière. Je suis hyper content de t'accueillir aujourd'hui. J'accueille Ama qui est une très fidèle auditrice de mon podcast CM au sommet depuis 2021 et qui a accepté de venir dans mon podcast. Je suis très content parce que c'est une personne qui me suit depuis longtemps et on va pouvoir discuter ensemble pendant 1 heure. Salut Ama. Salut! Alors, juste avant de commencer cet épisode, je t'invite à découvrir ma masterclass gratuite pour devenir CM en Vive Pleinement. Le lien est juste en description sous la vidéo et sous l'épisode. Tu pourras aussi retrouver le lien vers ma boutique car je lance des petits produits pour les community managers. Voilà, et merci en tout cas de me rejoindre sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Tu vas voir, on va te montrer des choses, on va partager des choses, enfin Ama va partager des choses qu'elle a créées et tu pourras aller voir sur la chaîne YouTube et si tu m'écoutes dans le podcast, voilà, n'hésite pas à changer entre les deux. Et c'est parti. Alors Ama, je suis très content de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu peux, tu vois, te présenter un peu aux community managers qui nous écoutent, qui ont parfois entre 18 et 27 ans. Enfin, il y a des community managers qui sont un peu débutants, qui ont commencé il y a quelques mois et qui ont quelques années d'expérience. Et puis il y a des social media managers un peu plus expérimentés qui écoutent le podcast également. Donc, qu'est-ce que tu dirais pour te présenter, voilà. Moi, je suis freelance depuis 3 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé dans le digital en 2005. Donc, je suis une ancienne, on peut dire ça. J'ai plus de 7 ans d'expérience en agence et entre-temps, j'ai aussi bossé, donc pas 100% freelance, mais on n'appelait pas ça à mon époque. Mais j'avais monté une association où je faisais du freelancing, entre guillemets, et où j'aidais des petits créateurs. Donc voilà, c'est une très grande expérience, très longue. D'accord. Mais du coup, tu as commencé en 2005 dans une association et tu as accompagné quel type de boîte? Il y avait déjà des boîtes qui cherchaient à communiquer? Alors en 2005, en fait, c'est même pas, je me suis même pas lancée solo, c'est que j'ai été prise pour un stage. À l'époque, c'était un peu des stages déguisés sous forme de salariat, mais bon, Hmm. on pouvait faire un stage Comme avant sans maintenant. être payé, mais Ouais. je regrette pas du tout parce que j'ai beaucoup appris. C'était dans un label indépendant hip-hop, donc c'était un peu, Hmm. j'étais affiliée aux relations presse, j'étais assistante de promotion. Et mon rôle, c'était justement de promouvoir les artistes du label sur les forums à l'époque. Donc les forums des magazines spécialisés et auprès des radios. Donc c'est un peu les prémices du social media avant qu'on ait Trop les bien. réseaux sociaux. D'accord. Et t'as fait ça combien de temps? Je suis restée 1 an en boîte. D'accord. Et après, tu t'as continué Oui, en mode j'ai association? continué parce que, en gros, la com, ça m'est tombé dessus un peu comme une révélation parce que de base, j'avais fait des études de droit. Enfin, des études, j'ai fait 1 année de droit. Ouais. Après, je suis partie aux États-Unis, pareil, 1 année où j'avais besoin un peu de réfléchir sur ce que je voulais faire. Et en revenant, parce que j'ai bossé dans une boutique où j'étais un peu chargée de com et adjointe de vente, donc j'ai découvert en fait ce domaine-là. Et le fait d'avoir fait ce stage pendant 1 an, c'est vraiment été une révélation et j'ai voulu rester dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une association avec des copines. Et on s'est dit, on a plein de potes créateurs, ils savent Hmm. pas comment faire. Nous, on commence à gérer un peu et on a beaucoup d'idées et de ressources, donc on a commencé à les aider comme ça. Et j'ai entrepris des études en communication. J'ai fait un BTS communication des entreprises. Ça, c'était Et quand du coup? Parce que alors c'était mon en BTS, 2005, les États-Unis, c'était quand? Et le alors aux BTS? États-Unis, c'était en 2004. Je fais de Ah oui, 2003 à d'accord. 2004 aux États-Unis. Ok. Et le BTS, que je me trompe pas dans les dates, je crois que je l'ai Hmm. passé en 2007 ou 2008. 2008, oui. D'accord. Je l'ai passé en 1 an, donc j'en suis très fière de ça. Ah, on peut faire ça. Et ouais, on peut faire ça. Hmm. Et ce qui est sympa, c'est que il fallait que je fasse des stages. Et à l'époque, je savais pas du tout. Enfin, pour moi, les grandes boîtes, c'était juste pas possible parce que j'avais pas l'expérience ou j'avais pas encore les diplômes qu'il fallait, même si j'avais un peu d'expérience à côté. J'ai vu un styliste en fait à la télé, Sora Stili à l'époque, et j'avais adoré son parcours. J'aimais bien la Trop manière dont bien. il parlait, sa vibe et tout ça. Et je me suis Ouais. dit, allons-y au culot. Je suis partie le voir et je lui ai expliqué que je cherchais un stage. Et il savait pas du tout qu'il pouvait prendre des stagiaires. Il savait pas du tout qu'il y avait des gens qui pouvaient gérer sa communication. Et de là, en fait, j'ai bossé avec lui pendant 1 an et demi. Donc entre mes stages et en même temps il me confiait des petites missions un peu en indépendante sous le couvert de mon association, et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire la main et me construire un réseau en fait avec des créateurs qui venaient me voir, qui me demandaient si c'était possible que je les aide sur cette partie-là.
Ok, donc en fait, là, t'es en train de me dire que t'as regardé un mec à la télé, c'était un styliste, et ensuite t'es allé le voir. C'est ça. Genre, et il a dit, ouais, en Il m'a fait, dit, je savais même pas carrément. Ok, le truc de fou, quoi. bah, ça, je le conseille à mes étudiants, parce que bah, des fois, il faut y aller au culot, Hmm. parce que les gens n'ont pas. Enfin, je pense souvent que, bah, en tout cas, moi, à cette époque-là, les gens pensaient qu'avoir de la communication, il fallait passer forcément par une grosse agence et que ça coûtait Hmm. super cher. Et donc, tout le monde n'avait pas forcément ce budget-là. Et les réseaux sociaux, bah, nous, à l'époque, c'était quoi? C'était Facebook, en fait. Et Ouais. Facebook, il arrivait très tard en France, arrivé en 2008, c'était pas très mature. Et donc les gens s'imaginaient pas qu'on avait des opportunités là-dessus. Et donc moi j'arrivais avec mon petit discours en mode je peux faire des choses pour vous, il n'y a pas que la télé, il y a ci, il y a ça, et puis voilà, ça marchait. C'est énorme. En fait, ouais, t'as plié le game dès le début, quoi. C'est ça. Putain, mais c'est De trop manière marrant. Ok. totalement non intentionnelle, mais ouais. Ouais. D'accord. Et après, t'as, t'as continué tes études, Alors, ce ou qu'il faut t'as, savoir, j'ai ouais, fait, en fait, bah, j'ai eu mon BTS. Pour moi, bah, à l'époque, c'était suffisant d'avoir un BTS pour avoir ouais, un premier job dans la com. Et en fait, non. Donc, j'ai postulé pour des CDI, pour des CDD, mais j'arrivais pas à me faire embaucher. Parce que, bon, soit c'était une histoire de, ben, ok, j'avais des expériences, mais à l'époque, on parlait beaucoup de marketing ethnique. Et le fait d'avoir été dans le domaine du hip-hop et dans la création ethnique, en fait, j'étais un peu, comment dire, cataloguée. Donc, ce qu'on pourrait appeler de niche aujourd'hui, c'était vraiment beaucoup trop niche pour les grandes boîtes. En fait, ils voyaient pas la manière, en fait, pour moi, de déployer en fait ce que j'avais comme hmm, expérience, pardon, sur bah, dans leur entreprise. Donc là, à un moment, il a fallu manger. Donc hmm. j'ai créé un CDI dans une société d'assurance. Mais quand même, là, j'ai quand même trouvé le moyen de faire de la communication. Ce que j'ai refait, c'est que j'ai refait tous les supports visuels de la clientèle. J'ai changé tous les discours aussi, parce que j'étais sur un service un peu particulier, un peu compliqué à comprendre. Et moi, je me suis mis en tête que j'allais vulgariser la chose, et ça a donné des résultats. Voilà. Et là, je me suis dit, mais Ok. en fait, c'est ma voie. Donc, je suis restée 4 ans, enfin, 4 Wow. ans, 2 ans effectifs dans la boîte. Pourquoi? Parce Ouais. que, au bout de la troisième année, donc j'ai eu ma fille entre-temps. Hmm. J'ai profité, justement, pour ensuite revenir de mon congé maternité et demander un congé pour aller en formation, pour reprendre mes études, en fait. Et j'ai repris Wow. au niveau d'une licence en marketing digital, parce que j'avais commencé à faire des cours du soir en web design. En fait, j'ai un peu touché à tout dans le Ouais. digital avant de D'accord. partir sur social media. Ah ouais, c'est impressionnant. Et ça, cette licence, c'était en 2014, un truc comme ça, ou? Ouais, bah oui, c'est ça, en 2014, Ouais. exactement. De Bon 2014 à calcul. 2015. D'accord. Ok. Ah oui. Ben. Et après, après cette licence, là, tu t'es lancé direct dans le social media, par contre, ou? Alors, ça te fait rien encore. Hmm. T'as vu mon parcours, en fait, c'est beaucoup de strates. Ouais. C'est un peu une recherche et en gros, je tournais autour du pot, mais j'ai eu une révélation, c'est-à-dire que, très drôle, j'ai commencé en tant que traffic manager. Donc, sur ma licence, j'étais en alternance et j'étais dans une agence en tant que traffic manager. Donc, je gérais tout ce qui était réseau display, Google Ads et on avait des beaux clients comme Bash, Orange, donc c'était assez sympa. Hmm. Et je voulais pas faire de community management parce que j'avais une mauvaise image du community management. Même si j'en ai fait un peu auparavant, mais je le voyais pas comme ça. Moi, je voyais ce que je faisais avant comme des relations presse, pas forcément comme du community D'accord. management. Et donc de là, en fait, j'ai continué en master. Donc j'ai été diplômée en 2017 mon master et j'ai toujours fait de l'alternance. Donc j'ai travaillé en agence. Donc j'ai été ensuite en ma première année de master dans une agence, une grosse agence, qui s'appelle Dentsu, qui est une agence média, où j'étais consultante insight. Donc on travaille avec des planeurs stratégiques. Donc là, c'est vraiment, c'est de la pub, hein. On va pas se mentir. Ouais. C'est l'univers, c'est le monde de la publicité où là on va réfléchir à tout ce qui est concept publicitaire. Et c'est hyper intéressant. Moi, ma partie, c'était vraiment d'analyser les comportements consommateurs. Donc sur les réseaux sociaux, Hmm. voilà, le coup de veille, ce qu'on appelle la veille, le lead, ce genre de choses, et Ouais. de faire des propositions, parce on était en avant-vente, c'est ce qu'on appelle en avant-vente en agence, c'est-à-dire qu'on va pitcher, faire la pitch, voilà, aux annonceurs pour leur proposer une direction et pour avoir un contrat, si possible. D'accord. Ah, et donc là, t'es monté en compétence assez fort, en fait. Assez fort, hein, et puis j'ai une petite fierté en fait sur cette Hmm. agence-là, c'est que je pense que je suis la seule à cette époque-là, alternante, à avoir eu l'opportunité d'aller pitcher chez un client. Parce qu'à l'époque, on a eu un appel d'offres pour Radio France, et notamment pour la radio Move, qui s'appelait Le Move à l'époque, et qui changeait Ouais. en Move, et sur toute sa réorientation vers le hip-hop. Et dans l'équipe, j'étais la seule qui connaissait le hip-hop, parce que de par ma première expérience là, de stage d'un an, Trop bien. Excellent. voilà, donc ça m'a Mortel. apporté. Et donc j'ai fait toute une analyse sur les cibles, et un grand patron de Cara à l'époque
me voir en répétition, parce qu'on répète les pitchs. Donc, je répétais moi pour ma tutrice qui allait présenter en oral. Et Ouais. en voyant comment j'étais hyper incarnée, enfin, comment j'incarnais le truc, comment je vivais, en fait, la propale, il m'a proposé d'aller pitcher et on a gagné ce pitch. Voilà. Waouh. Non, mais là, c'est trop cool, quoi. C'est mortel. Ok, hyper impressionnant. Mais du coup, pour préparer ce pitch, juste vite fait, tu l'as organisé ou t'avais Ouais, quelqu'un qui te on disait comment faire ou Ah, c'est machine de guerre hein, quand on prépare des pitchs, pardon. Ouais. On est en équipe, donc nous on travaillait en binôme, alors consultant Insight et planner Strat, et donc on était deux donc, consultants Insight. Donc moi en alternance j'avais forcément une personne qui était senior avec moi et deux consultants de planner stratégique. Donc l'idée c'est que le consultant Insight il va faire toutes les recherches en amont. Donc moi en fait mon rôle on m'a balisé en disant bon écoute on a une cible les 14-23 ans. On a besoin de savoir comment ils parlent du rap, quel est leur langage, quels sont les mots. On veut tout faire, donc j'ai fait une espèce de dictionnaire à l'époque MHD qui personne, donc on parlait là. Trop bien. C'était drôle. Donc de présenter ça au board senior qui avait la cinquantaine et de leur dire ouais, ben la moula, ça va être ça. Énorme. Ok, Non, c'est vraiment ça. Et génial. on a des steps comme ça et on fait beaucoup. Mais en fait, on travaille de notre côté, mais tous les jours, on fait un brainstorming tous ensemble, on récolte nos idées et on construit comme ça toute la présentation, ce qui est un storytelling aussi à donner. Parce que le pitch, il y a l'aspect créatif où on va réfléchir et avoir une proposition qui tient la route, qui est structurée. Mais on a l'aspect aussi de présentation orale où on doit vendre cette idée que l'on a. En fait, ça se joue beaucoup là-dessus. Il y a des répétitions aussi qui sont faites. Ah, ok, c'est impressionnant. Et toi, du coup, tu te sentais l'âme de le vendre, le truc, quoi, d'y aller, Alors quoi. là, moi, tu me vois hyper à l'aise aujourd'hui. Et c'est grâce à cette expérience en agence, à ces expériences d'ailleurs en agence, que je suis quelqu'un d'extrêmement introverti. Je n'étais pas du tout à l'aise à parler à l'oral, en plus en petite alternante, même si j'avais mon bagage. Derrière, je n'étais pas à l'aise, mais le fait, en fait, qu'on te pousse à chaque fois, en fait, on te pousse à te vendre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi, parce que j'ai fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que l'école dans laquelle j'étais, j'ai fait un double diplôme. J'étais à la fois dans une école d'ingénieur, qui est les frais, et dans une école de commerce, qui est le DC Paris Business School. Et ils ont fait comme ça un double master ensemble. Et côté frais, donc j'ai appris tout ce qui est partie technique, donc développement web, gestion de projet, côté sur le digital. Et côté école de commerce, c'était vraiment le marketing et l'art de vendre, l'art de se vendre. Et ça, c'est des choses en posture. C'est extrêmement important et ça me sert jusqu'à aujourd'hui quand je fais une propale client et que je lui présente un PowerPoint hyper structuré où je vais lui parler, lui raconter mon idée, lui dire l'embarquer en fait dans ce que l'on va faire pour qu'il puisse se projeter dans la future collaboration. C'est pépite et c'est ça en fait qui me permet de me démarquer par rapport à d'autres CM quoi. D'accord, donc en fait, la compétence de vendre, tu t'as vu ça en études, en école de commerce, avec ton double cursus, mais aussi grâce à ton Ouais. expérience en agence, hein, c'est ça? En fait, je l'ai pratiqué en agence et j'ai Ouais, vraiment eu son importance là-bas quoi. d'accord. Ah ouais, si t'as gagné ton pitch en agence, ça a dû te booster la confiance, un truc de ouf, quoi. Ça va booster la confiance, c'est-à-dire que quand t'es alternant dans ce genre de grande boîte, on sait pas qui t'es. Mais Ouais, là, j'avais des personnes, c'est un regroupement d'agences en fait Zensu, donc j'avais une personne que j'avais vu lead avant, lead dev, qui connaissait mon nom, qui venait me voir. ok, Et là, je suis en mode, ah non, trop mais en fait, cool. je suis faite pour ce métier, tu vois. Ouais, excellent. Ouais, ça te confirme que C'est ça. t'as un truc là-dedans, là. Moi, ça a été Ok. un truc très fort parce que comme j'ai une grosse partie autodidacte, tu vois, avant de reprendre mes études. Et la reprise d'études, en fait, je voulais vraiment avoir un diplôme, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'on peut être CM sans avoir forcément un bac plus 5. Ouais. Moi, c'était important, en fait, d'avoir cette structuration, parce que, ok, j'avais mes connaissances, j'avais ma créativité, mais j'avais besoin, en fait, d'avoir des process qui étaient clairs et de pouvoir les éprouver. C'est important, en fait, d'avoir ces deux bagages-là. Il y a la créativité dans notre métier, mais il y a aussi le côté structuration qui est très important, et c'est là qu'on apporte notre expertise à un client, en fait. Hmm. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai un bac plus 5. Je pense qu'il y a beaucoup de social media managers qui ont un bac plus 5. Après, moi, ça n'a rien à voir. Mes études n'ont rien à voir vraiment. C'est plutôt dans le tourisme et dans le design. Non, ça n'a rien à voir avec le C'est le social site. media et la communication, mais bon, voilà quoi. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer, parce que tu me l'as dit, on a une conversation par WhatsApp hein, avant de, de se voir en visio et tu m'as parlé de ça, mais un peu là où tu as grandi, tu vois, expliquer un enfin, en fait, je te parle un peu, la question sort du chapeau comme ça, parce que
t'as expliqué ton parcours, là, il est très impressionnant, je trouve. On n'avait pas parlé de ça par WhatsApp. Et t'as fait des études sur 10 ans, tu vois, ton BTS en 2008 et ta licence en 2014 et ton master en 2018. T'as fait des expériences en stage, en alternance qui sont assez massives. Tu vois, t'es allé chercher le styliste sur Strass, tout ça. Et d'où ça vient cette niaque, tu vois? Enfin, là, Ouais, c'est je bien que pense tu qu'on me va poses parler. cette Ouais. question. Ouais, c'est important que tu me poses cette question parce que ben, c'est vrai que là où j'ai grandi, en fait, c'est très décisif en fait dans la manière dont j'agis et dont je fais. Donc, ok, bah, ce qui c'est drôle, j'ai passé mes 4 premières années dans le 16e et après mes parents ont décidé d'emménager dans un pavillon à Trappes, dans le 78. Ok. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, Voilà. ça fait un peu un gap, un grand écart et tout. Et bah, ma mère, elle savait pas du tout Trappes à l'époque, c'était quoi. Pour elle, elle a vu un pavillon, elle s'est dit, bon, c'est dans les Yvelines, c'est la campagne, c'est génial. Et en fait, là, elle a atterri au milieu des cités. Waouh. Ouais. Ok. Mais je suis hyper contente qu'on ait fait ce choix, qu'on serait resté dans le 16e. En fait, je pense pas que j'aurais eu la même niaque et la même fougue que j'ai aujourd'hui. Et en plus, moi, je fais partie d'une génération de trappistes. Hein. On est fiers de Ok. ça. Trop bien. Une génération trappiste où, bah, quand j'étais au collège, bah, j'ai fait mon collège, je sais pas si tu connais, mais avec Issa Doumbia. Et avec le petit Non. frère de Jamel de 12. Voilà, D'accord. Ok. cette génération-là. Ouais. Ok. Ouais. Et on faisait de l'improvisation théâtrale. Donc, quand théâtrale, en fait, faire de l'impro au collège à cette époque-là, c'était le truc qu'il fallait faire, quoi. Et je me rappelle qu'à cette époque, bah, justement, Issa, lui, il rêvait d'être acteur. Moi, je voulais être journaliste. On avait des potes qui voulaient avoir des entreprises. En fait, on avait des grands rêves. Mais Hmm. malheureusement, quand tu grandis dans un lieu comme ça, eh ben, on te stoppe très vite en te disant ouais non mais faut pas que tu ailles trop loin non plus, n'oublie pas t'es dans un collège de ZEP, même si t'as des bonnes notes, enfin, moi j'avais des très bonnes notes à l'époque, mais on disait mais même si t'as des bonnes notes, quand tu vas te retrouver ailleurs ce sera pas la même chose. Tu veux être journaliste, mais pour être journaliste bah, faut avoir un background, faut avoir des relations que toi t'as pas quand tu grandis à Trappes. Et ça m'a toujours énervé en fait d'entendre ce genre de choses en mode il y a une espèce de déterminisme parce que tu viens de tel lieu, t'as pas le droit à ça. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai toujours senti ça comme une injustice. Et c'est un peu, je pense, pour ça que je me suis aussi orientée en droit. Parce que je voulais faire avocate. J'ai toujours eu ce côté un peu de défendre des valeurs qui sont profondes. Et j'ai horreur qu'on me dise une chose, c'est pas possible. J'ai horreur du c'est pas possible. Tu me dis ça, j'entends ça comme un défi. Et je te montre que si, ça va être possible, tu vois. Et c'est un peu mon moteur et mon mantra, en fait, à chaque fois, où je me dis qu'il n'y a rien d'impossible. Et aujourd'hui, en tant que solopreneur, c'est aussi de cette manière-là que je réfléchis pour mes clients quand ils me disent oui, mais c'est compliqué et tout. Je leur dis t'inquiète pas, on va y arriver. Tu vois. Même T'inquiète si pas, c'est laisse comme ça ça, on va faire. y arriver. Ça va rouler tout seul. C'est ça. Quand on veut, on peut. Et des fois, il Ouais. faut faire. Bah, quand t'as pas, bah, quand tu pars avec un handicap moins 10, hein, tu vois, parce que quand tu grandis dans ce genre de lieu, c'est ça. Ouais. Parce que les gens, ils ont un a priori fort pour toi. Et je pense que c'est un peu pour ça que me suis orientée sur le personal branding. C'est que les gens, ils ont une perception de toi. Et maintenant, c'est à toi de construire cette perception et de reprendre le contrôle, en fait, de ton image. Et je Hmm. me suis toujours dit, ben, je viens de Trappes. Ok, ben, je sais pas, c'est un atout. C'est pas un désavantage. Parce que moi, je suis capable de naviguer entre les eaux. Et tu l'as vu en agence, bah, j'étais la seule à écouter du rap. Et ça nous a permis de gagner un pitch, quoi. Ouais. D'avoir un contrat. Donc c'est pas C'est rien, mortel. quoi. Ouais, Il faut tout. carrément. Bah, c'est hyper impressionnant. Et en fait, ce que t'as pas dit encore, parce qu'on n'a pas avancé trop dans le podcast, mais et par la suite, t'as bossé avec des multinationales, quoi. T'as accompagné une multinationale en social media, quoi. Alors je me tiens les crânes parce que jusqu'à présent, j'y crois pas. Je me dis, bah, ces opportunités que j'ai eues que je pensais pas avoir. Et bah, justement, en parlant de Trappes, j'ai accompagné, bah, effectivement, quand tu es en agence, bah, tu travailles pour bah, des grands comptes. Hein. Surtout quand tu es dans une agence comme Dentsu. C'est Hmm. pas pour n'importe qui que. Hmm. Enfin, les clients, c'est vraiment des clients hyper intéressants et très prestigieux. Et donc après, on va faire un petit bond dans le futur, mais j'ai Ouais. eu mon diplôme et j'ai attendu quoi. J'ai pris une pause, on va dire, de un mois avant de reprendre mes recherches pour trouver un job et j'ai trouvé un CDI tout de suite. Quoi. J'ai eu des propositions qui sont tombées tout de suite, de par Ok. ces expériences que j'ai eues. Donc, grosse chance, je me suis dit, mais attends, c'est pas les meilleures écoles que j'ai faites, mais mon CV a parlé pour moi en fait. Et le fait de faire de l'alternance m'a beaucoup aidé, m'a permis de gonfler mon expérience. C'est-à-dire que quand on n'embauchait pas un junior, on embauchait déjà un senior. Et Hmm. d'ailleurs, j'étais embauchée dans un cabinet de conseil, donc qui s'appelait Confort. Donc c'est un cabinet de conseil, mais en même temps une agence digitale, donc on avait un positionnement un peu hybride. Et moi, j'étais le premier CDI embauché dans l'équipe social média.
Et notre équipe social media, justement, elle incarnait vraiment cet aspect hybride, parce qu'on était vraiment au centre de l'agence, où on faisait la partie conseil, donc consulting très haut niveau. Donc, on était spécialisé dans le secteur bancaire et les assurances. Donc, je travaillais pour BNP Paribas Cardiff. Tu vois, quand tu parles de community management, c'est vrai qu'on a cette image un peu, le gars, même moi, c'est cette image-là que j'avais avant de me retrouver dans ce secteur-là, où t'es là pour faire des blagues, du lol et pour animer la galerie, quoi. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça, notre métier. Ça, on partait sur des stratégies de pointe. Et en même temps, en ayant c'est un peu ce positionnement senior dès le départ, un peu senior, entre junior et senior, quoi. On m'a confié en fait des missions qui étaient vraiment sur de la stratégie très pointue, c'est-à-dire accompagner un client sur toute la gouvernance, la gestion de la gouvernance de ses réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y avait la filiale sur Paris, mais comment on décline une stratégie sur l'ensemble des pays et comment on accompagne et on aide les pays justement à monter en maturité et en puissance pour justement gérer et gagner en autonomie sur cette gestion-là, tu vois. J'ai fait des grosses analyses et des grosses études aussi sur, par exemple, une des demandes qu'on a eues, de la part de Orange, par exemple, c'était de faire une étude sur les comportements, les habitudes les bonnes pratiques social selling, donc le fait de vendre via les réseaux sociaux, et social care, donc tout ce qui est partie gestion de la relation clientèle sur la zone Moyen-Orient-Afrique, tu vois. Donc toi, t'es là, t'es sur Paris, tu as tes automatismes, chez nous c'est Instagram, c'est ci, c'est ça. Mais quand tu vas sur d'autres continents et dans d'autres pays, les usages sont complètement différents. Donc en fait, c'est bien parce que ça me permettait moi de refaire une mise à jour en fait à chaque fois de la manière dont je pense et de la vision que j'ai de mon métier, et surtout de faire preuve d'humilité en se disant nous on a nos habitudes, on a nos biais, mais on n'a pas toujours raison en fait. Et c'est vrai que l'esprit d'analyse et le fait d'être capable de prendre du recul sur ces choses-là, c'est important dans notre métier, quoi. Ouais. Franchement, c'est super impressionnant ce que tu dis. Ok. Ah, donc t'as commencé en agence, t'as travaillé avec des multinationales qui déploient leurs valeurs, leur stratégie à l'étranger, enfin sur des marchés hors d'Europe, quoi. Et donc ouais, là t'as dû ouais, aller chercher les insights, quoi, avec C'est des ça. outils, avec des techniques que t'as utilisées dans tes autres expériences. Mais est-ce que toi, quand tu vas chercher tout ça, ces stats, tout ça, tu bosses avec des cabinets d'études qui te fournissent des études ou non, c'est toi qui vas les chercher Alors, j'ai les genre... deux. Alors, quand j'étais en agence, et d'ailleurs, c'est bien, je suis contente parce que l'approche qu'on avait, c'était qu'on avait effectivement une approche avec des outils, avec des études et des stats qu'on pouvait trouver. Quand j'étais chez Denso, justement, pour ces analyses consommateurs qu'on faisait, on avait un outil interne, donc que Denso avait développé, mis en interne. C'était un panel, en fait, vraiment sur des études, des sondages, en fait, qu'on pouvait faire, très souvent. On avait un panel, en fait, d'utilisateurs, un grand échantillon, et en fait, l'outil vous permettait, en fait, de processer toutes ces données-là. D'accord. Et je suis désolée pour les anglicismes, processus, je suis pas sûre que ce soit français. Non, ouais, c'est analyser ou... Voilà. Ouais, voilà. Il ressortait, je pense que le terme est clair. Il ressortait, en fait, toutes ces données, en fait, on mettait des critères. Et il permettait d'avoir, en fait, les données qui correspondaient à ça. C'est bien d'avoir cette intelligence et ces outils. D'ailleurs, en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle ne va pas venir, tuer nos métiers, en fait. On va apprendre à travailler avec. Et moi, j'ai toujours eu cette pratique-là j'ai des outils, mais on apporte toujours cette intelligence humaine pour sortir ces analyses-là. Parce que s'il y avait juste les outils, en fait, le client, il aurait pris des outils, mais il a besoin d'experts pour sortir ces données-là, quoi. Ouais. Et puis l'intelligence artificielle toute seule, enfin si tu lui demandes genre des demandes basiques, à te sortir vraiment les réponses les plus basiques du monde, quoi. C'est ça. Au niveau analyse et tout, il faut aller chercher soi-même, et c'est vrai qu'avec enfin là avec l'outil surpuissant dont tu parles là de Dentsu, je pense que c'est ultra puissant. Après il y a des cabinets aussi qui s'occupent de ça, genre Kantar et tout ça. Oui. On Voilà, bosse qui avec eux en produisent. plus, Ouais. d'ailleurs. Ah voilà, tu vois, Cette eux ils partie-là. produisent des études pour en savoir plus sur les personas, les consommateurs et tout. Puis après t'as les outils de social listening, enfin qui sont très puissants et qui permettent d'aller chercher la donnée, quoi. Ok. Et toi, t'as appris à te servir de ces outils, mais est-ce que tu utilisais d'autres outils type que certains CM utilisent dans des grandes boîtes ou...
Oui, alors les logiciels de programmation, bien entendu, les Outsuite et compagnie, Ouais. toute cette base Sprinkler, mon meilleur ami. Ouais, en outils de programmation, enfin là on parle en outils de social listening, tu utilisais un truc particulier Oui. ou? Alors on avait, alors j'en ai eu deux, j'ai eu Nest Pointer et Talkwalker. Ouais, Talkwalker c'est vraiment le plus connu. Oui. C'est un peu la machine Et de même guerre ça, ce on truc. avait quand même beaucoup de recherches à la main, hein, l'air de rien, où on allait sur les sites, on sortait des choses, quoi. On faisait toujours. Ouais, bah ouais, carrément. Puis t'avais ces outils de social listening et après t'avais d'autres outils pour aller programmer par exemple. T'as bossé sur quoi Oui. Alors, sur la programmation, on était sur Outsuite. Outsuite, après on avait le Creative. Je sais pas, je me trouve sur le nom. C'est le Ouais. truc Facebook là. Ouais, mais en fait il existe plus non celui-là, le Ouais, il créatif a un autre machin là. nom en fait. Mais à Maintenant chaque il fois, s'appelle Meta ouais. Business, je sais pas quoi. Ouais. En tout cas, moi je l'utilise pas. Parce que Ouais, j'ai toujours été fâchée avec cet outil-là elle était parce que horrible. Ouais, c'est je suis sympa, mais d'accord. Ouais, j'avais toujours besoin de plus. ouais, D'ailleurs, là maintenant, en tant que freelance, j'ai commencé avec Later. Et d'accord. d'ailleurs, j'ai utilisé mon un perso aussi, parce que à l'époque, quand je me suis lancée dans les 2007-2008, j'avais aussi un blog à l'époque, et donc je commençais à m'intéresser à ces outils-là. Ouais, Et Later, en fait, c'est un truc que j'ai adopté, je pense, à l'entour de 2017-2018. Et quand je suis passée freelance, je l'ai gardé, parce que c'était un des rares outils qui permettait d'avoir la prévisualisation du fil sur Instagram. À l'époque, on n'avait pas vraiment ça. hmm, Et plus le temps passe, et plus je me rends compte que je suis vraiment passé à un espèce de minimalisme en fait dans les outils que j'utilise moi dans mon quotidien de CM. C'est-à-dire que j'essaie de faire au mieux avec des ressources limitées parce que j'aime pas m'éparpiller trop et donc j'ai Later pour lequel je programme pour mes clients. Moi mes propres posts à moi je les programme pas. Je les prévois en amont mais enfin j'ai un workflow assez spécifique pour moi, un peu intuitif. Toi, tu les bosses où? Enfin, tu les écris où, tes posts et tout? Tu utilises un outil pour ça ou non? Tu fais ça sur Word? Alors mes posts très souvent c'est sur le portable. Je les écris. D'accord. Genre sur les notes? Ouais, sur les notes de mon iPhone, franchement, c'est mon deuxième cerveau. D'accord. Après, je les retranscris sur Notion, qui est mon troisième cerveau. En fait, le cerveau central, qui l'a tout centralisé. T'as 10 cerveaux, ouais. Ok, Notion, ouais. Mais, On me demande ok, d'être ça à m'intéresse. plusieurs. Ouais, Non, mais carrément. c'est vrai, t'essayes de faire. C'est pour ça que je parle d'agence, même si je suis toute seule, mais j'ai Ouais. pas d'outils. Ok, tu notes tes idées sur Note, et après tu Ouais, vas sur Notion, et après, c'est sur de Notion. Notion, tu copies-colles dans Later. C'est ça. Et Notion, en fait, pourquoi je fais ça? Parce que je fais beaucoup de veille, parce que je suis en permanence sur les réseaux et je m'inspire vraiment de tout ce que je vois. Et Ouais, j'ai une espèce... parce que très souvent, on enregistre des choses et on fait rien avec. Et moi, ouais. ma méthode, c'est que les Reels, j'en vois un, j'aime, je prends le lien, je le mets sur mes notes iPhone et je note tout de suite les idées qui me viennent en tête avec. Hmm. Après, pour être sûr que je vais les implémenter, je prends ces notes-là une fois par semaine, c'est ce que je fais en général, et je mets tout sur Notion et je construis un calendrier comme ça avec Notion. Donc pour mes clients, je leur fais un calendrier en amont. Pour moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai des listes de contenu, d'idées de contenu, je viens D'accord. Ouais. piocher en fonction de mes besoins. Trop bien. Est-ce que je vais continuer là-dessus. Je vais revenir après sur l'expérience agence, mais je vais rester sur les outils parce que c'est intéressant. Est-ce que tu utilises l'extension Web Clipper, par exemple, de Notion pour enregistrer tes posts ou non? Pas du tout. Alors, Notion, je suis en mode autodidacte et c'est maintenant là que je commence à vraiment structurer mes connaissances dessus. D'accord, ok, ouais. Voilà. Ok. Bah, moi, tu vois, ce que tu dis là, moi, j'utilise Notion. Je vais le dire comment j'utilise. Notes, j'utilise pas. Ma prise de notes, je la fais sur le smartphone en fait et sur Notion directement. L'application elle est super bien faite, je trouve, sur le smartphone. Elle est encore mieux, je trouve, que sur ordinateur. Et franchement, moi, toutes mes notes, dès que j'ai une idée ou quoi, je la mets dans Notion. Quand je suis sur ordinateur, quand j'ai une idée, j'utilise l'extension et ça permet de la mettre dans ma banque d'inspiration. Et j'ai une banque d'inspiration qui se remplit avec le temps, qui est maintenant assez énorme. Mais je la mets à jour, je supprime mes trucs. Mais en tout cas, ça me permet ouais, d'être inspiré et quand j'ai pas d'idée, tout ça. Et Notion, je range toutes mes thématiques un peu comme toi à l'intérieur. J'ai toutes mes colonnes, c'est en la vue Kanban là. Et j'ai tous mes sujets qui ont en rapport avec moi, ce que je fais, avec mon entreprise à moi. Pour mes clients, c'est un peu pareil, mais c'est un peu différent.
Et, euh, et pareil, moi, je programme pas forcément pour moi, je programme pour mes clients via Notion, mais pour moi, je publie direct, surtout les stories. Peut-être j'essaie de faire l'effort, mais non, je programme rarement pour moi, quoi. Pareil. J'essaye de programmer une semaine à l'avance des contenus qui vont sortir et d'être plus structuré, tu vois. Quand même, pour moi-même. Parce que je trouve que c'est stressant de sortir au jour le jour, un truc comme ça. Moi, c'est le contraire. Ça me stresse de trop être en amont et je me rendais compte qu'en mettant, plus je me mettais de structure, moi j'étais dans l'intuition Ouais. et moi je publiais. Et Ouais. là, ça fait 6 mois que je publie un peu au fil de l'eau et j'ai des meilleurs résultats et je me rends compte que c'est beaucoup plus fluide la manière dont je fais. Après, c'est parce qu'aussi je suis dans une réflexion en ce moment sur ma manière de faire, mais voilà, je suis plus dans une méthode intuitive. Pourquoi t'es en réflexion? C'est quoi qui te pose problème en ce moment? Ce qui me pose problème, c'est une question de positionnement. Parce que, comme tu l'as vu, j'ai une expérience qui est assez large. Et de par mon expérience, en fait, en tant que freelance, forcément, quand tu travailles en agence, tu as un profil qui est assez recherché. Et donc, même en tant que freelance, j'ai eu la chance quand même de bosser pour des grands comptes aussi. Tu vois, j'ai bossé pour Renault, j'ai bossé pour le ministère de la Culture, c'est pas rien. Waouh, ok, Pas du lourd. mal, Amnesty International, voilà, Ouais. des belles boîtes. Mais en fait, je me suis lancée en freelance parce que tu as toujours ce petit côté très un peu dans la tête au départ quand je me suis lancée en com, où j'avais envie d'aider des entrepreneurs en fait à faire développer et faire épanouir leurs projets, même s'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens. En fait, ce que je voulais, c'est que moi, mes connaissances et compétences que j'avais à Kelly dans des grosses agences, je voulais me la mettre à disposition que ce soit accessible justement au plus grand nombre. Et donc en fait j'ai deux casquettes. J'ai la casquette où je travaille avec des grandes boîtes où je passe par des agences de freelance en fait, démarches et avec lesquelles je travaille pour avoir ce type de clientèle. Et d'un autre côté, j'ai moi mon compte Instagram parce que c'est là où je communique principalement et mon réseau aussi que je me suis fait l'air de rien avec toutes ces années. Ouais. Parce que le bouche à oreille fonctionne très bien. Où j'ai des solopreneurs que je vais accompagner. Donc au départ, je proposais du community management. Après, je me suis dit, c'est pas très rentable. Parce Ouais. que c'est quand même beaucoup de travail. Et donc là, Ouais. je suis plus dans un aspect coaching. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans cette année, je suis en freelance. Et j'ai besoin, en fait, de retrouver, en fait, une structure et de combiner, en fait, ces deux identités-là que j'ai faites. Parce que je me suis rendu compte que même dans ma communication, j'ai deux identités complètement séparées. Voilà. C'est un peu le Ouais. problème que j'ai. Ouais, t'as donc la partie tu t'adresses aux grosses agences et qui te transmettent direct aux multinationales, donc les grands comptes d'un côté, et de l'autre, t'as les solopreneurs que tu aides en personal branding Exactement. avec des offres plus sur la personnalité, comme tu disais, t'es énervé par l'injustice et c'est quelque chose qui te porte, et du coup, ça, c'est vraiment... C'est ma et cible de oui, terre, en fait. Hein. ouais, C'est du coup, ma c'est cible le de terre. grand écart, ouais. Ouais. D'accord. Et cette réflexion, elle t'a mené où alors? Parce qu'en fait, ta problématique, c'est que t'arrives pas trop à te positionner, c'est ça, entre les deux, tu sais. Ouais. Mais est-ce que toi, tu sais avec qui t'as envie de bosser, tu sais sur quelle cible tu préfères te Alors, positionner ou? je sais que, comme j'ai dit, ma cible de cœur, ça reste les solopreneurs. Ouais. Ça, c'est totalement parce que c'est des projets sur lesquels je m'éclate en fait. Et sur lesquels, en fait, où j'ai une plus grande liberté qu'avec une grande multinationale qui a déjà une stratégie qui est établie. Moi, je vais Hmm. venir peut-être venir l'enrichir un tout petit peu, mais à mon petit niveau. J'ai Hmm. pas le même positionnement quand je suis dans une grosse boîte, où je vais parfois même avoir la posture d'un salarié, même en étant freelance, c'est un peu bizarre, tu vois. Hmm. Ou alors quand je travaille avec un solopreneur, où je peux vraiment déployer tout l'ensemble de mes compétences, ma créativité, vraiment construire le projet de A à Z. Mais après, effectivement, de par mon parcours et de par mes expériences, j'ai une tarification. Tu vois, Ouais. ton travail, il a une valeur. Enfin, parce qu'on parle de prix, et le prix, en fait, c'est surtout la valeur de ton travail, la valeur que tu Hmm. vas poser sur ton travail. Et il y a un moment, il y a cette question qui s'est posée on va dire que 70% de mon chiffre d'affaires, en fait, c'était les grosses boîtes Hmm. et le freelancing. Et les 30% restants, enfin je parle de 30%, mais on va dire plutôt 20 et 10, parce que j'ai une autre activité qui est la photographie. Hmm. 20% où c'était des solopreneurs, mais je pouvais pas mettre des tarifs trop hauts et en même temps je m'y retrouvais pas et en même temps j'avais envie de me lancer à fond dans ces projets-là et je me suis vite retrouvée bloquée. Et là en fait la réflexion c'était bon, je sais que je veux bosser avec eux, mais comment je fais ça de manière à ce que moi ça m'apporte aussi, parce que si mon entreprise avait écrit, en fait je pourrais aider personne Ouais. tout en leur proposant quelque chose d'adapté. Et donc là, effectivement, j'étais partie sur un aspect coaching, formation.
Après, c'est vrai que le coaching, moi, j'ai un peu du mal parce que tout le monde fait du coaching, j'ai l'impression, mais pour moi, le coaching, en fait, ça doit être quelque chose de très structuré. C'est des méthodologies qui sont spécifiques et je voulais vraiment me former à ça avant d'accompagner des personnes. Et donc, je me vois plus comme une consultante. Je me présente vraiment comme une consultante à chaque fois. Et où t'as un problème, alors je viens t'aider. Voilà. Comme ça Ok. Et c'est un espèce d'hybride où je fais une partie des choses, en même temps, il faut une autre partie, mais j'appelle ça du coaching parce que c'est le terme que l'on donne, mais pour moi, dans mon esprit, c'est pas vraiment du coaching. Et là, aujourd'hui, je suis en train de détricoter toutes ces choses-là et vraiment choisir, faut faire des choix et des concessions, surtout parce que le positionnement, c'est ça. Et d'autant plus que notre métier, il a tendance à se spécialiser de plus en plus. Moi, j'ai commencé en 2005. En 2005, en CM, c'était tu publies et tu fais du lolilol. Voilà. Voilà, en gros, ouais, c'est ça. C'était ça le métier. Et Moi, après, j'étais... dans les années 2010, ouais. on est rentré sur une professionnalisation avec de la stratégie. Et là, je trouve que l'on part vraiment sur des choses où c'est même plus, parce qu'on était sur de l'expertise. Et là, l'expertise, elle est bonne, elle est là, mais maintenant, on va sur des spécialisations où on va demander à un CM de te faire de la vidéo, on va demander à un CM d'être plus sur du rapport et du reporting. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions en reporting, en analytics. Tu vas faire, on va te demander peut-être de faire du copywriting, tout en étant CM. Enfin, notre métier est très très hybride et c'est plutôt une bonne chose le fait qu'il évolue dans ce sens-là, quoi. Donc maintenant, trouver ma place et moi en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Ouais, donc c'est... les solopreneurs, c'est ton offre... Enfin, on va dire, c'est ta passion, quoi, mais au niveau du porte-monnaie, enfin, du chiffre d'affaires, c'est Ça du coup... match pas. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, depuis 2-3 ans, il y a une série de copywriters qui sont transformés en coach personal branding, là, sur LinkedIn, tout ça, qui sont Oui, très visibles. pas beaucoup, ouais. Et eux, tu vois, alors, il y en a certains qui ont tout raflé, je pense, au niveau CA, tout ça. Il y a tous ceux qui ont suivi et qui galèrent derrière. Mm. Mais eux, tu vois, ils ont trouvé des systèmes qui leur permettent de vivre, tu vois. Mais après, ils ont une grosse visibilité, mais qui C'est leur ça. permet de vivre de ça à 100%. Quoi. Toi, ton rêve, c'est de faire ça, de suivre le même parcours, d'en vivre à 100%, ou Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, je suis obligée d'avoir ces deux casquettes-là pour être sûre de vivre de mon activité. Bon, j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je vis de ce que je fais. Je sais pas comment je fais, mais je fais. Ouais. Il y a beaucoup C'est déjà une grande d'anticipation. victoire en Ouais, vrai. Hein. Enfin, c'est déjà énorme, tu vois. non, mais c'est ça, je me rends pas compte. C'est en revenant sur les choses où je me dis, bah, quand même, pas mal, quoi, ce que t'as Ouais. fait. Et Mais c'est hyper difficile en plus de faire non, c'est ça, très quoi. compliqué. Enfin, d'autant plus que, bah, non, il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent dans le community management. C'est Ouais. des métiers qui sont en vogue, qui sont bien vus. Et puis, Ouais. enfin, moi, c'est une passion, ce métier. Je vais pas mentir, c'est un super métier. Je peux t'épanouir très bien dedans. Mais ouais, on a ce côté-là aussi qui est de plus en plus important aussi, je pense, dans nos métiers, c'est savoir générer notre propre communication. Moi, j'ai fait une grosse erreur au début quand je me suis lancée. Enfin, une erreur, en fait, je me suis pas rendu compte que c'était une erreur, parce qu'aujourd'hui, je parle d'une erreur, mais c'est plutôt une grande leçon. Jamais d'erreur, hein. C'est une leçon. Oui, j'avais gardé, en fait, cette posture dans mon esprit de salarié. C'est-à-dire que c'est mon CV qui parlait pour moi. Bah, je vais voir une entreprise, je lui dis, bah, moi, j'ai bossé pour Orange, j'ai fait tel type de projet pour Orange. Voilà, j'ai tant d'expérience, tant d'années d'expérience en agence. Bingo, enfin. On me prenait direct par rapport à ça. Parce que, bah, mon CV parlait pour moi. Seulement aujourd'hui, sur une cible de solopreneur, bah, leur dire que j'ai fait des grosses études, ou j'ai fait des projets hyper pointus pour BND ou je sais pas qui, ça va pas leur parler. Ils vont me dire, ouais, mais moi, ça me correspond pas, c'est pas ce que je veux, moi. Et cette clientèle-là, en fait, j'ai l'impression que, et c'est pas plus mal, hein, c'est qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut faire la preuve montrer la preuve, en fait, de ce qu'on fait. Le dire, c'est plus suffisant, en fait. Et j'ai beaucoup de prospects qui sont venus me voir en me disant c'est sympa parce qu'on va parler de toi et tout, j'ai bien aimé. Donc c'est la recommandation qui marche beaucoup. Mais les gens sont hyper étonnés de voir mon nombre d'abonnés à chaque fois. En me disant encore, là j'ai dépassé les 1000, c'est bien. Ouais, Mais c'est pendant cool. très longtemps j'étais à 650. Tu Ouais. vois. Et ça m'empêchait pas de bosser. Mais on me dit mais en fait toi, si ta visibilité elle est pas au top, comment tu peux faire en sorte que moi la mienne elle soit top? Et effectivement, avant, en 2020, à l'époque, je pouvais dire, écoute, moi, je me concentre full focus sur mes clients. C'est pour ça que j'ai pas forcément besoin de gérer cette partie-là. Mais aujourd'hui, je peux plus juste me contenter de ça. J'ai besoin aussi d'assurer une présence moi-même. Et c'est vrai que c'est un nœud. On va dire, ouais, c'est un nœud parce que c'est un truc à détricoter. C'est un point très important pour les CM freelance, je pense, aujourd'hui. D'être capable aussi
de se dire que mon travail, il n'y a pas que mon travail qui doit parler pour moi, je dois aussi parler pour moi et ma présence, ma visibilité au service de mon business, quoi, et au service de mon travail. Ouais, là tu touches au point sensible. Tu vois, je pose des fois la question en sondage sur mon Insta, as-tu l'impression d'être ton pire ou ta pire community manager? Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de CM qui répondent oui, bien sûr, Oui. je suis mon pire community manager. Et c'est vrai qu'on en avait parlé, tu m'avais dit, en fait, le personal branding, c'est le CV du freelance, tu vois. Et ouais, et moi, en fait, je regarde beaucoup, je suis dans des groupes de social media manager freelance en Angleterre et aux États-Unis, sur WhatsApp et sur Facebook. C'est deux groupes assez différents. Et en fait, ce que je remarque, c'est que les social media managers, il y en a plein qui font pas de personal branding parce qu'ils bossent pour des grands comptes, tu vois. Ils font pas de personal branding, ils font pas, c'est pas leur cible. Et ceux qui restent, ceux qui bossent comme toi pour les grands comptes ou quoi, ils vont pas sur les réseaux sociaux, ils y vont jamais. C'est des personnes qui bossent dans l'ombre, en fait, j'ai l'impression. Ouais. Et en France, nous, j'ai l'impression, après là, c'est vraiment une réflexion, hein, c'est une impression, c'est pas fondé sur des stats, c'est pas vérifié, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression des créateurs de contenu qui sont très visibles et qui nous disent il faut être ultra présent dans le contenu pour choper des clients, tout ça. Moi, je comprends ce point de vue et je comprends ce que tu veux dire, mais quand tu crées du contenu, c'est très difficile en fait. Le contenu c'est du long terme. Hein. C'est difficile de créer du contenu. On le sait en tant que community manager. Après toi tu vas me dire mais non il y a rien qui est difficile et je vais faire merde. Non mais tu vois c'est quand même assez sans s'arrêter de créer du contenu souvent c'est quand même il faut être bien entraîné quoi. Et quand tu crées pour tes clients et en plus tu crées pour toi-même, enfin c'est double. À la fin, t'as plus rien, il y a ta tête qui va exploser, tu vois. Ouais. Et voilà, moi je comprends ça aussi et je me dis bon, moi j'ai un avis nuancé dessus, mais bien sûr les gens qui sont plus visibles, bien sûr que c'est une trend TikTok que j'en peux plus, bien sûr que. Mais bien sûr. Ah, j'en peux plus de cette trend, je la vois. En ce moment, j'ai l'impression que ça va durer pendant 1 an, quoi. J'en peux plus, quoi. À la fin, c'est avec les boomers dans 1 an qui vont s'en emparer sur Facebook. Allez voir sur Facebook. Ah ouais. Non mais voilà. Bah après c'est mon avis à moi, mais je pense qu'en vrai, si t'es visible, c'est mieux pour ton business en vrai. Après, il faut nuancer. T'as raison, faut nuancer la visibilité. Moi, je dirais que c'est pas forcément une visibilité, mais les gens, ils ont besoin de savoir qui tu es, ils ont besoin d'avoir confiance en toi. Ouais. Tu vois, je pense à des nanas qui ont 30 000, voire même 80 000 abonnés. Effectivement, on les voit partout. Et elles ont une notoriété de par ce fait qu'on les voit beaucoup et qu'on les voit partout et qu'on a l'impression d'être hyper proche d'elles aussi. Et c'est un peu ce que je travaille avec ma clientèle aussi. C'est-à-dire que je fais en sorte, je leur dis, écoutez, il y a de la place pour tout le monde, hein, comme on dit, tout est possible. Il y a de la place pour tout le monde, mais faut c'est un match en fait pour moi. Cette question de la création de contenu, c'est comme les rencontres, tu vois. C'est une question de match. Et justement, nous, en tant que freelance, on a une certaine proximité avec nos clients qu'une agence, elle va pas avoir. Alors que nos clients, moi, je sais que mes clients, c'est limite, c'est ton pied, mon pied, comme on dit chez nous, tu vois. Mon projet, ça devient leur projet devient mon projet, quoi. Et on bosse comme ça. Pardon, et on se comprend et ils ont besoin d'avoir 100% de savoir que je vais comprendre leur vision. Je parle beaucoup de vision, dès l'appel découverte, en fait, je parle de ça. Je ne même pas parler de mon process, mais ouais. Ils ont besoin de savoir que je partage leur vision et que moi, je me vois un peu comme un espèce de mégaphone pour eux. C'est-à-dire qu'ils savent pas trop comment ils ont les choses. Ils ont tout ce qu'il faut, mais ils savent pas comment les agencer pour en faire des bons messages. Et moi, je suis là, en fait, pour faire résonner leur message et pour être leur voix, en fait. Et j'ai besoin, en fait, eux, c'est le cerveau et moi, c'est la bouche. Et en fait, t'as besoin d'être hyper relié quand t'es comme ça, tu vois. Trop bien. C'est pas bizarre comme image. Super image. Non, mais franchement, c'est trop cool. Je voyais un cerveau et une bouche. Wow. Non, c'est vrai. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça, c'est important. Et moi, on en avait parlé rapidement sur WhatsApp, oui. Tu vois derrière moi, tu vois. Les petites plantes là. Ah oui. Mais j'ai vu que t'avais mis une orchidée dans une story l'autre jour. Je me suis dit, elle continue. Ouais, exact. C'est un petit bonhomme de chemin, tu vois. Ouais, mais c'est marrant, mais c'est des points communs que je vais avoir avec certaines personnes qui vont me dire, mais en fait,
je te demanderais, hein, et by the way, j'adore tes plantes ou, enfin, j'ai toujours des super boucles d'oreilles, je me la raconte sur ça, mais bon. By the way, j'adore tes Ouais, boucles d'oreilles. J'avais une cliente, c'est j'ai vrai. coupé mes cheveux cette année. Ouais. Ça fait un raz-de-marée. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, les gens, enfin, c'est pas qu'ils s'en fichent de mon travail, tu vois. Ouais. Si, ils savent que je bosse bien, mais ils ont besoin de savoir, d'aller au-delà du elle bosse bien. Ils ont besoin d'avoir un coup de cœur pour moi. Et ça, c'est la même méthode que j'applique à mes clients. On a besoin d'avoir un coup de cœur, en fait, avec les réseaux sociaux. Parce que c'est ça notre but, c'est de créer une émulation sociale, en fait. C'est refaire ce qu'on a dans la vraie vie sur le digital. C'est ça notre métier. Et c'est vrai que nous, pour nous, on l'oublie parce qu'on n'a pas cette prise de recul. Mais on devrait appliquer ce qu'on fait à nos clients, à nous-mêmes. Ouais. Et après, pas obligé d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, juste avoir des bonnes personnes, quoi. Ouais. En fait, quand on pense personal branding, on pense milliers, millions, tu vois. Mais quand toi tu l'abordes, c'est vrai que ça fait sens. En fait, moi, ce que je disais tout à l'heure, la nuance, tout ça, c'était pour les gens qui disent qu'il faut avoir le max de visibilité, il faut avoir 200 000 de portée sur LinkedIn tous les mois, tu vois. En fait, non, on n'a rien à faire en vrai. Comme tu dis, il faut montrer des petits bouts de sa personnalité pour donner confiance et pour dire voilà, moi, et pas besoin de raconter des trucs complètement loufoques ou quoi, juste des trucs sur soi-même, quoi, tout simplement. Déjà, c'est vrai que l'autre jour, moi, j'ai regardé un post c'était un gars qui écrit des newsletters. Je sais même plus comment il s'appelle, mais ça m'a marqué en fait. Il y avait sa photo et il disait voilà, moi j'adore le surf, j'adore surfer. Et moi j'aime beaucoup surfer aussi, j'en parle jamais. J'adore le surf. Je surfe. Là j'y suis allé il y a 3 jours. Je surfe 1 à 2 fois par semaine. Et les gens qui disent j'adore surfer et qui sont freelance, moi je me sens direct en connexion avec eux. En plus il a pris sa photo et il était rouge. J'ai fait waouh. C'est Moi moi. aussi, moi aussi, souvent, je suis un peu le coup de soleil et tout, mais je comprends ce que tu veux dire. Et voilà, et c'est vrai que ça crée facilement des connexions. Mais il faut en parler, il faut avoir Voilà, il faut se dire comment j'en parle. Et c'est ça, en fait. Ouais. Parce que moi, les stories, Instagram, c'est mon réseau favori et les stories, c'est ma fonctionnalité préférée. Je mets ça en story parce que, quand je dis, je suis quelqu'un, tu me vois à l'aise comme ça parce que je parle de ce que j'aime et j'aime mon métier, donc je m'oublie. Mais parler, m'ouvrir aux gens, c'est compliqué pour moi. Et les stories, en fait, c'est un espèce de cocon pour moi où je me dis, il y a mes besties qui sont là parce qu'il y a beaucoup de membres de ma famille, beaucoup de potes, et en plus de mon audience, tu vois. Ok, Et cool. je suis plus à l'aise, en fait, pour m'instruire un peu mes journées. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avais arrêté parce que ma deuxième année de freelance, j'étais en mode, non, ça y est, la première année, c'était de la chance. Aujourd'hui, on structure, on devient une boss girl. Voilà, je me suis mis Ouais, à un carrément. truc en mode... D'ailleurs, en parlant de Et story, voilà. attends, il faut que je prenne une photo pour ma story tout à Bah l'heure. ouais. Moi, je fais jamais de story. Là, on voit mes notes sur la photo et on voit toi et je vais faire un petit sourire, salut. Voilà. Et ouais, c'est vrai que moi, story tout ça. Enfin, c'est pas très naturel. Je trouve. Enfin, moi, j'ai beaucoup de facilité à parler aux inconnus, tu vois, par exemple. C'est pour ça que j'ai ce podcast. J'arrive à, à créer de la confiance avec des gens qui me connaissent pas et qui ont pas envie de parler au premier abord avec moi. Ça, c'est ma grande force, par exemple. Et ça, pour l'expliquer, tu vois, pour le montrer, c'est compliqué, quoi. Et c'est pour ça que je fais un podcast depuis 4 ans et que j'ai envie de continuer, tu vois. Et je pense que c'est vrai qu'il faut montrer le truc qu'on aime faire, à mon avis, et le faire en story sur Insta, je trouve, pour moi, c'est pas hyper naturel, je vais t'avouer. Alors que c'est mon boulot, en vrai. C'est bizarre, tu vois, mais pour moi-même, je trouve que c'est pas très naturel, mais je pense que c'est juste Après, c'est des un petits biais, trucs. quoi. Hein, tu vois, il y a les stories. Moi, je fais des stories parce que je suis hyper à l'aise, mais quand tu regardes dans mon feed, en fait, sur mon feed Insta, tu vas voir que là, il y a des petits marqueurs. Moi, j'appelle ça des marqueurs. Les marqueurs de mon identité. C'est-à-dire que, s'il est là, il est pas très loin, j'ai toujours un appareil photo dans la main parce que j'adore faire de la photo. Il est cool, ton appareil. Il est Exactement. beau. C'est très magnifique. Il est super pour la vidéo Ouais. et il y a son papa à côté. D'accord, ok, génial. Ouais, Mais j'ai un appareil photo un peu dans le coin parce que j'aime pas les banques d'images, moi. Je déteste les banques d'images et d'ailleurs, c'est un argument vis-à-vis de mes clients. C'est-à-dire que je leur dis, écoutez, on va pas prendre des images de stock. Alors, de par le fait d'être noir, on va ouais, dire les termes, hein. oui. Je vais pas semblant. Ouais, Mais c'est très compliqué. Enfin, c'était à une époque très compliqué pour nous de trouver des photos, d'avoir vraiment un panel de choix dans les banques d'images. Et mes clients, en fait, se reconnaissaient pas longtemps. Et je leur proposais de leur faire, on va se faire notre propre banque d'images. trop bien. Donc j'allais avec mon petit appareil, on se faisait des choses comme ça. Et des natures mortes où je vais mettre des magazines. Le orange, tu vas le voir en petit point, donc j'ai mon mur qui est ocre, mais j'ai des pots aussi. C'est pas forcément ma couleur préférée, mais ça me va bien. Donc c'est pour Trop ça que bien. je l'ai choisi dans mon Ah vrai oui, vie. c'est vrai. Ouais, C'est très vitaminé, ça correspond à mes styles, tu vois.
Ouais. Et on n'est pas obligé d'être brut dans ce qu'on montre. Des fois, les choses les plus subtiles, en fait, c'est des choses on va même pas se rendre compte. Mais c'est ça que les gens, ils nous reviennent. Moi, j'ai dit, quand je me suis coupé les locks, je pensais pas que ma coupe de cheveux, elle avait un tel impact. En fait, ça, pour ma communauté, je leur ai fait croire que j'avais coupé mes locks, ça fait une dizaine d'années que je les ai. Donc, les gens me connaissent que comme ça, ils m'ont pas connu bien afro ou quoi. Le tollé que ça a fait en story. Comment ça t'as coupé? Mais tu sale! Mais t'aurais pas dû couper! C'est tellement C'est toi! trop Et tout. marrant. Je leur dis, non, mais en fait, j'ai juste coupé la longueur. Ouais, ça fait En vraiment gros, ça partie de répond ton pour moi. identité. Non, ouais, c'est Ouais, vrai, c'est hein. important. Ouais. T'as Mais en fait, il raison. faut sonder les gens pour savoir ce genre de choses. Et enfin, j'invite tous les CM, c'est ça qu'on fait, comme je dis, on fait pour nos clients, on fait pas. Mais Ouais. c'est important qu'on le fasse aussi, de demander à ses clients, qu'est-ce qui vous a fait venir vers moi? Et moi, je me rendais pas compte, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de très structuré, parce que c'est vrai que j'ai toujours été le côté autodidacte et puis le côté très créatif, où je commence un truc, je le finis pas, je vais sur autre chose, je suis très comme ça dans la vraie vie. Mais j'ai beaucoup de clients qui m'ont dit, on apprécie ta structure avec toi. Ça, le fait, quand je fais une proposition, ça, je t'ai pas donné mon process, je vais te le donner d'ailleurs. Ouais, Ça, c'est vas-y. intéressant. Déjà, ça commence par un appel découverte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais les appels découvertes, moi, j'adore faire des appels découvertes. Je kiffe, parce que j'ai besoin d'avoir un premier lien avec la personne et de voir, avant même de dire si je peux l'aider ou sur son projet, parce que j'ai la chance de pas être forcément spécialisée sur un domaine, moi. Pouvoir toucher à plein de domaines. Je fais de la restauration, j'ai fait de la banque assurance, comme je te l'ai dit, j'ai fait de la coiffure, de la beauté, enfin, j'ai touché vraiment à tout dans ce domaine-là. Et c'est vraiment plus une question de est-ce que je vais pouvoir incarner ta vision. Donc vraiment cet appel-là, alors, je dis 20 minutes, en général il dure 35 minutes, voire 40 minutes. Ouais. on blablate, mais c'est un bon moyen de faire connaissance et pour moi aussi de commencer à comprendre. Parce que la personne va venir te voir en te disant mais j'ai tel problème et en fait tu vas te rendre compte que c'est peut-être pas forcément ça le problème. Et pouvoir réorienter la chose pour pouvoir proposer une vraie proposition. Après je fais une vraie propale, comme en proposition. Merci. Une propale. Ouais. Comme on disait en agence, désolé pour le jargon. Ouais. Mais... Moi, je dis ça aussi, mais vas-y. Ouais. Non, mais c'est ça. Et en fait, ce document-là, je fais un vrai document où je fais un mini-audit de sa présence. Je regarde un peu les opportunités. Parce qu'on faisait à l'école les SWOT. Hein. Un SWOT sexy, tu vois. Ouais, carrément. Un SWOT sexy. Ouais. Et je vais commencer à lui donner des premières pistes en lui disant, moi, je vous verrai aller vers là. Je vois plutôt ce dommage, cette chose-là. Est-ce que ça sera intéressant d'avoir cette opportunité-là? Et je donne une espèce de planning en disant, en 3 mois, voilà ce qu'on pourrait faire. Sur 1 an, pourquoi pas. En fait, je les aide vraiment à se projeter dans la collaboration. Et je leur envoie cette propale-là. Et c'est ce document-là qui fait beaucoup la différence. Parce que là, on me dit, mais tu vas pas juste envoyer un devis, en fait. Parce que, moi, j'aime pas envoyer des papiers, je trouve que c'est trop, c'est pas, il y a pas le relationnel. Moi, j'ai besoin de sentir les gens. Et je leur dis, avant d'envoyer la propale, je leur dis, écoutez, on va se faire un rendez-vous, je vais vous la présenter, je pitch. Je pitch à mon client, en fait. Ce qu'on va faire. Et ça, banco. C'est 85% du temps. Quand ça fonctionne pas, c'est que la personne elle avait pas le budget en fait, mais après on a moyen de s'arranger. Mais 85% du temps, ça fonctionne. Juste pour ça. Et les gens apprécient beaucoup ce côté en me disant, mais toi t'es hyper structuré. Même les rapports analytiques, ce que je fais tous les mois, on a un vrai point éditorial où on se fait le rapport où je débite les performances, j'explique. Puis je suis très dans le partage aussi. Mon but, c'est que même si on arrête de bosser ensemble, j'ai un client, il soit capable d'être un peu dans l'autonomie, parce que j'ai commencé en confinement, en plein Covid. Il y avait des clients à un moment, ils commençaient avec moi, mais ils n'avaient pas forcément la trésorerie pour continuer. Et je voulais pas les abandonner comme ça. Tu vois, mais ça reste encore dans mon why, alors que je suis dans mon why. Je voulais pas les abandonner et je voulais leur permettre peut-être d'avoir une espèce d'autonomie. Et pour moi, c'est ça, c'est apporter, notre travail, c'est d'apporter de la sérénité à notre clientèle face aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux font peur. Oui. Et nous, on est là pour leur dire en mode, non, mais t'inquiète pas, ça va être chill. N'aie pas peur, je t'accompagne. Voilà. Et là, on retombe sur Trap. Voilà. Ça va bien se passer, t'inquiète. je sais, hein, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va le faire. On va y arriver. Tu crois, mais j'ai sorti ça à une ministre. T'as dit quoi? J'ai sorti ça à une ministre. Ah ouais? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais ça, ce truc-là, mais je le garde dans mon téléphone, mais hyper précieusement. En fait, au ministère de la Culture, j'ai eu la chance de faire un déplacement ministre. C'est un truc de fou. C'est incroyable comment ça se passe. Et c'était à l'occasion du loto du patrimoine. Donc on s'est déplacé à Gagny. Et Gagny, en fait, moi, la ville où j'étais quand j'ai fait mes études. Quand j'ai repris mes études et tout. Donc j'avais un petit souvenir un peu compliqué, parce que ma reprise d'études, elle était un peu compliquée. Tu vois, être maman avec un enfant en bas âge, reprendre des études et courir partout, c'est compliqué. Et là, on se retrouve là-bas dans un espèce de petit château, une petite bâtisse. Et là, je me retrouve face à... pas Stéphane Plaza, je sais pas pourquoi j'ai Stéphane Plaza dans la tête, j'ai regardé BFM ce matin, c'est pas bien. Non, c'est l'autre, là. Je sais pas comment il s'appelle. Celui de Stéphane Bern, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça.
Stéphane Verne et Rima Abdul Maram. Ouais. Et elle venait juste de prendre ses fonctions de ministre et elle était un peu en stress parce que c'était ses premiers déplacements ministre et on devait tourner une espèce de vidéo où elle présentait l'auto du patrimoine. Elle était stressée et tout. Et moi, je me retrouvais avec mon petit trépied Amazon à 30 balles. Trop bien. C'est toi qui l'as filmé, trop cool. C'est ça qui était super. Par contre, le ministère de la Culture, c'est une émission freelance. En plus, j'ai eu en freelance cette émission-là que j'ai le plus kiffé. En Et direct là, D'accord. non, en agence de freelance. Agence, pareil. ok, Voilà, ouais. agence de freelance toujours. Hmm. J'ai pas de prospection, je suis une timide. Oui, c'est vrai. Et là, je lui dis, n'inquiétez pas, ça va le faire. Ça va le faire, ça va bien. Moi, je vais pas dire ça va le faire. Attention au langage. Ça va le faire. Enfin, je lui dis, mais n'inquiétez pas, c'est super. Respirez. On va y arriver. Parce qu'elle stressait. Et là, je me dis, mais quand même, c'est bon là. J'ai eu un bravo. Ouais, c'est clair. J'ai coaché entre guillemets. On va y arriver. Vous inquiétez pas. C'est franchement, c'est impressionnant parce que ouais, tu t'arrives à dire à une ministre, c'est bon, ça va bien se passer, et en même temps à le faire aussi à tes clients. Tu vois, tu changes pas de discours, t'es pas en mode je me la raconte parce que j'ai dit à une ministre, tout va bien quoi. Ça, j'aime bien ce positionnement parce qu'il y a beaucoup de gens qui se la racontent dans le marketing, tu vois, donc. Moi, je devrais me raconter plus, je pense. Parce que ouais, je pense que ça, quand tu te la racontes un peu plus, mais bon, je sais pas. Je sais pas. Dans la tête, pour moi, c'est normal en fait. D'accord, ouais. Moi, je trouve ça assez incroyable. Enfin, je trouve pas ça normal, mais bon, je suis peut-être le seul ou les SM qui écoutent, ils jugeront, mais. Ouais. C'est bien enfin que je le prends de façon normale. Peut-être que je suis un peu plus en stress. Ouais, je comprends ce que tu veux dire aussi. Si tu te mets la pression, après, tu t'arrives plus à rien à faire, de toute façon. C'est ça. Et du coup, si, tu vois, tu parles beaucoup de, j'ai fait ça avec des agences et tout, ou avec des agences de freelance. T'as bossé avec quelle agence de freelance et comment ça se passe? J'ai bossé avec 2 agences de freelance. La première, c'était Netino Webel. Ils m'ont contacté via LinkedIn, en fait. Je savais même pas que ça existait, parce que vraiment, pour moi, les choses c'était Malte, parce que j'étais inscrite sur Malte depuis longtemps. J'ai jamais eu une mission sur Malte. Moi non plus. Je vais dire la vérité. Moi non plus, mais maintenant, moi j'ai eu c'est la galère. Je sais pas. un échange rapidos. Moi, j'y arrive pas. Ouais, moi non plus, j'ai jamais compris Malte. Okay. Mais tout le monde, hein, mais oui, non, on me teste. Ouais, pareil. Et en fait, la première fois, on m'a contacté en fait par rapport au fait qu'ils avaient ils voulaient faire un appel d'offres, ils voulaient monter sur un appel d'offres et il se trouvait que j'avais déjà travaillé pour ce client-là. J'avais une connaissance de ce client-là. J'ai dit, formation en agence, c'est le mieux. Ouais. Mais c'est top de bosser en agence. On est moins payé que chez l'annonceur, mais qu'est-ce qu'on a le fond Quand tu dis qu'on est moins payé, c'est parce que, par exemple, ton enfin, ils prennent au TJM déjà, enfin, comment ça se passe, ou c'est un forfait alors, je te parlais en agence quand j'étais salarié, au niveau du salaire. Oui, pour les agences freelance, c'est au TJM. Alors, j'ai commencé j'avais aucune idée en plus, quand j'ai commencé en freelance, de comment fixer les tarifs, et pourtant, je connaissais, parce que c'est moi qui faisais les devis en agence. Trop marrant. Ah, non, mais, alors là, excuse-moi, mais non, quoi. Non. J'ai honte. Non. Je vais aller en agence. Bon, non, mais c'est pas grave. Bon, allez, vas-y. Tu fais durer le suspense, là. Mais je savais pas combien je valais en freelance, et j'ai commencé à 350 €. Sachant qu'on m'a déjà vendu en agence à 1050 € la journée. Après, c'est en agence. D'accord. Et toi, t'as vendu 350 et eux, ils te vendent 1000. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, je m'affiche à 550. D'accord. Enfin, 500, si j'ai rebaissé encore. Ah non. J'ai un coup de... Ouais, allez, l'audace. Non, mais... Ouais. Les social media managers, ils ont du mal beaucoup de mal. Il y a beaucoup de gens qui ont aucun scrupule à se foutre à 800, 900 la journée et ils sont nuls. Enfin, je suis désolé, mais c'est vrai, quoi. Des freelances, ils sont pas ouf, quoi. Ils se mettent à 900 balles la journée, ils se vendent à 900 balles la journée, tu vois. Moi, tout dépend, en fait. Quand c'est quelque chose de très spécialisé, que je sais que c'est quelque chose que je vais maîtriser, mais sur le bout des doigts, dans les limite, je suis comme ça quand je suis sur l'écran. Par exemple, ce qui est secteur bancaire et assurance, c'est mon ADN, en fait. Donc, c'est impressionnant. Oui, je vais me vendre un peu plus cher, parce que j'ai les arguments pour me vendre plus cher. Mais sur la mission pour le ministère, je ne me voyais pas... J'étais tellement contente déjà d'être au ministère de la Culture. Ouais, bien sûr. Après, je comprends ton positionnement aussi. Mais du coup, l'agence, t'arrives, tu dis mon TJM, c'est ça, c'est 550. Ouais, c'est ça. Et eux, ils disent non, c'est trop cher, ou oui, ok. Alors, il y a une phase de négociation, ça dépend. Alors, je te l'ai dit, la deuxième avec la DGT, c'est crème de la crème. Ouais.
Et c'est vrai que après, c'est des approches différentes. Je fais du name dropping depuis tout à l'heure. J'espère que je vais pas avoir de poursuite. Non, je pense pas. Tu sais, en fait, en vrai, je pense qu'il y a que des CM qui écoutent mon podcast. Je pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui l'écoutent, même des gens qui bossent en agence, je pense pas que ça les intéresse vraiment, quoi. Ce serait drôle. Ils vont écouter le Super Daily et des trucs comme ça, des trucs vraiment énormes, mais moi, je pense que je passe sous les radars, donc tu peux lâcher. Hein. Et donc, en gros, sur les Tina, en fait, j'ai pas négocié parce que je commençais. Et c'est au fur et à mesure où j'ai eu la chance parce que j'avais ma tâche coach avec mon passé qui t'accompagne, quoi, qui est un gestionnaire de compte. Et moi, celle avec laquelle j'étais, franchement, c'était une perle, une crème, elle était adorable. Et d'elle-même, pardon. Ouais. D'elle-même, elle me montait mon TJM. Selon l'émission, ouais. Trop sympa. Où elle me disait, non, regarde, mais non, t'es spécialisé dans ça, on peut faire plus. Et puis après, quand c'était des missions, enfin, moi, j'ai aussi ce critère-là. Quand c'est une mission ponctuelle, mon TGM va être plus élevé qu'une mission qui va être vraiment sur la longue durée. Okay. Là, effectivement, parce qu'il y a un confort aussi quand t'as des longues missions. Ouais, les longues missions, c'est des missions de 8-9 mois, tu vois. Je fais des missions comme ça, où, ouais, effectivement, je vais baisser un peu mon TGM, mais parce que là, j'ai une visibilité et que je sais que je peux m'organiser plus facilement avec les autres activités. Mais j'ai crème de la crème, on m'a tout de suite demandé c'est quoi ton TGM? Je fais c'est ça. Et ils m'ont dit mais banco. Je vais pas ok. Ils ont dit oui trop vite, c'est bizarre non quand même. En fait le pire un peu c'est que je m'étais basée parce que c'était une fiche de poste que j'avais vue. Ouais. Et je m'étais trompée en fait sur le TGM inscrit sur la fiche de poste et en fait sans vouloir j'étais plus élevée, on m'a pas dit non. Ah, on m'a dit mais non avec votre parcours c'est bon. Et je fais comme quoi des fois. Ok, alors s'ils écoutent le podcast, par contre, ils vont dire la prochaine fois que tu vas bosser avec eux, au fait, on va te baisser ton TGM. Hein. C'est trop tard. Signé, c'est signé. Ouais, attends, c'est vrai. Ok, donc t'as signé avec eux et eux ils te disent voilà, tu vas bosser tant de jours sur ce client par semaine. Est-ce que ça peut être 4 jours par semaine? Non, c'est pas possible. Alors, très souvent, on me demande du 5 jours. Je vais pas mentir. Ah, ok. Très souvent, ça t'arrive d'avoir du 5 jours. Très souvent. Sur genre 6 mois, quoi. Ouais, les gros clients, en fait, ils veulent t'avoir à temps plein. Et ils veulent limite t'avoir en exclusivité aussi, parfois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as pas le temps de bosser pour un autre client, en fait. D'accord. Là, je ferai pas de name dropping, mais j'ai eu une mission comme ça. Parce que, je les adorais, mais je me dis, on sait jamais, ça peut être litigieux. Pardon. Ouais. Oula. Ouf. Ouais. Je vais pas m'en sortir. Vas-y. Je vais pas faire la fin du podcast. Ouais, non, mais on termine bientôt, ouais. Là, en fait, c'était tellement prenant. C'est-à-dire que déjà, j'avais 2 heures de trajet. Parce que j'habite en région parisienne, mais je suis dans le sud. Moi, je suis dans l'Essonne. J'ai eu la bonne idée de déménager. J'en ai pas eu. Et en gros, j'arrivais à 10h. Mais t'avais des journées où je partais à 21h30, 22h. Wow. Et pas forcément le temps de finir. Après, j'arrivais à réguler. C'est vrai qu'au début, quand tu fais ce genre d'émission, parce que t'es vraiment onboardé en mode tu fais partie de l'équipe, quoi. Et on t'en demande beaucoup, c'est très exigeant. Moi, j'aime bien ce genre d'émission parce que c'est quand même très challengeant et j'apprends beaucoup dessus. C'est, t'as pas le temps. Enfin, j'avais pas le temps de gérer d'autres clients. Et quand t'as un gros client comme ça qui t'appelle et qui te dit, en fait, on veut bosser avec toi, je vais pas mentir, je mets en stand-by mes autres trucs. Alors, je mets en stand-by. J'avais la chance de tomber sur une bonne période où j'avais des accompagnements qui s'arrêtaient. Donc, j'ai réussi à jongler pendant 2 semaines, mais c'était hyper intense. Je fais ça pendant 3 mois, mais quand je fais des missions comme ça, il me faut 2 mois de repos. Tu vois? Ok, mais du coup, c'est... Ah ouais, quand même, donc c'est quand même hyper prenant, quoi. Mais, hyper prenant. Mais ça veut dire que tu commences à 10h, tu termines à 21h, comment tu gères ta vie de famille, tu vois, parce que... Ma pauvre avec ta fille... Parce que tu vois... Elle fait une dame de temps en temps arriver chez eux, elle dit, mais qui est cette femme? Ah oui, c'est vrai, c'est ma mère. Elle te voit le samedi matin et le dimanche soir. Ah, tu es vivante, madame. C'est tout. Non, alors c'est pour ça que c'est pour ça aussi que j'évite de faire ce genre de mission vraiment sur toute une année. Ouais. Des fois, on m'a proposé des missions de 2 ans, hein. Mais non. Parce que, en fait, je me suis lancée en freelance parce que j'ai quitté les agences. Pourquoi? Parce que je voyais pas ma fille. Je voyais pas ma fille grandir et je me suis dit, j'étais merci célibataire à l'époque. C'était compliqué. C'était hyper compliqué. Quand t'es en agence, très rares sont les personnes qui ont des enfants. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je crois que c'est corrélé. Ouais. Le mode de le lifestyle ne correspond pas trop à ça. Et à un moment, en plus, moi, j'ai démissionné, mais j'ai démissionné genre 3 jours avant le confinement et je m'y attendais pas, c'est le confinement.
Ouais, personne s'y attendait. Timing, quand tu comprends. Mais j'ai décidé ça du jour au lendemain, parce qu'après, il y avait d'autres critères qui rentraient en compte, où je me retrouvais plus vraiment dans ce que je faisais, quoi. Et là, j'ai vécu le confinement, et franchement, avec le confinement, j'ai kiffé. Je suis désolée, c'était une période noire pour beaucoup de personnes, et moi, le confinement, ça m'a fait du bien. Ah, et moi, j'ai lancé mon podcast pendant le confinement. Ah bah voilà. Tu vois, alors, ça a commencé en mars, en avril, je postais le premier épisode fin avril. Donc en vrai, ça a été, ouais, et puis ça a été assez intense au niveau des clients qui galéraient tous. C'est fou. Enfin, le confinement, je pense, que les community managers, c'est les seuls à l'avoir vécu à l'envers, quoi. Ah bah ouais. Pense, hein. C'est la seule profession à avoir vécu à l'envers, le confinement. Mais vraiment, quoi. Non, mais c'est dingue. Et justement, le fait d'être avec ma fille, en plus, j'avais trouvé un contrat, parce que de base, c'était une agence aussi, décidément, qui voulait m'embaucher, mais ils pouvaient pas, au niveau de mes prétentions salariales, en fait, ils pouvaient pas s'aligner. Et je leur ai dit, bah écoutez, j'ai un numéro de sirène depuis quelques années. Très bien, on va l'utiliser. Est-ce que si vous me prenez quelques heures en freelance, ça peut le faire. Et j'étais très bien, en fait, c'est-à-dire que je faisais cette mission-là. En plus, c'était hyper intéressant. Mais pareil, j'ai eu la chance de travailler pour Bell, mais c'est sur l'Afrique, sur Yves Rocher et tout. Et de voir ma fille. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux dans ma vie. C'est-à-dire que je peux faire mon métier, avoir des choses, des missions hyper challengeantes et dans lesquelles je me retrouve et je vais parler, et en même temps avoir ma vie sociale et ma vie de famille. Et donc, c'est vrai que la manière dont j'organise, moi, c'est pour ça que j'ai cette double casquette, grand compte et petit client, c'est que dans mon année aussi, pareil, mon année, elle est organisée selon ça. C'est-à-dire que je vais me donner à fond sur une mission grand compte, je me donne aussi à fond pour les petits clients, mais c'est pas pareil, en termes de planning, je vais me donner à fond dessus, je vais me consacrer à 100% dessus. Ça, je sais que j'assure mon chiffre d'affaires de l'année. Tac, je fais une pause. Là, ça fait 3 ans que je pars 2 mois en Guadeloupe tous les étés. Trop bien. La belle vie, tu vois. Et quand je reviens, je sais que j'ai de quoi anticiper et prendre après les missions de cœur avec les solopreneurs, je les accompagne vraiment de la manière dont je veux, et en étant sereine, parce que je sais que j'ai fait cette mission-là, et que ça m'a assuré mon année, et que j'ai pas trop de soucis à me faire. Mais là, aujourd'hui, comme je te disais, cette histoire de positionnement, c'est que c'est cool, et moi, maintenant, en fait, j'aimerais bien trouver cet équilibre entre ce que j'aime faire et la clientèle que j'aime bien. Même si j'aime bien les grands comptes, mais c'est un moment, je fatigue, quoi. Voilà, faut être honnête. Mais en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais juste sur quand tu bosses avec des grosses agences, enfin des grosses entreprises, juste, est-ce que tu peux expliquer ta semaine type, tu vois, juste pour voir un peu, parce que c'est intéressant, tu vois, parce que c'est pas accessible à tous les freelances et tout. Moi, dans la semaine type, en fait, après ça dépend des clients, mais il y a des choses qui se retrouvent à chaque fois. Ouais. Le lundi, ça dépend. Alors il y a des, en général, je suis 3 jours. Ça dépend du client, mais il y a des clients où je vais être 3 jours en télétravail, 2 jours en présentiel, et d'autres qui vont me demander une journée présentielle ou une journée une fois par mois comme ça de présentiel. Okay. Mais on va dire, on va prendre ce cas de figure de 2 jours, 3 jours, parce que là c'est vraiment intensif. Ouais. Ou les 2 jours où je suis présente en général, c'est en début de semaine. D'ailleurs, j'ai 2 jours, c'est 2 jours de télétravail et 3 jours de présentiel. D'accord, ah ouais. Voilà. C'est vrai que ça leur fait un peu peur de voir ce freelance, en fait, qu'ils ne voient jamais. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime pas trop être en full télétravail non plus, parce que, après, tu t'es pas en lien avec les équipes, mais en prise avec eux, et tu peux moins apporter ta valeur quand tu fais ça. T'as moins de poids, en fait. D'accord. Et, parce que j'ai toujours un brief sur l'émission, mais après, j'essaie d'aller au-delà du brief. C'est une approche que j'ai. Et en gros, le lundi, on arrive, on a un point. Enfin, je commence mes missions. En général, en tant que CM, après, je suis social media manager, je suis beaucoup plus sur la partie consulting, je me prends comme consultante, mais c'est vrai que je suis une éditeur opérationnelle aussi. Le truc de base, tu ouvres les messages. Alors, qu'est-ce que c'est nickel. Les DM, c'est bon, tout va bien. On regarde un peu les stats aussi, ce qui s'est passé, on essaie d'ajuster au cas où, calendrier édito s'il faut, parce que quand t'es à ce niveau-là, t'as une exigence sur les performances, c'est quelque chose quand même. Tu vois, c'est des comptes avec des millions d'abonnés. Ouais. Ok. Donc, t'es pas la seule CM à répondre, quoi. Hein. C'est pas les mêmes enjeux. Ouais. Et on se fait un point avec toute l'équipe. Donc, en général, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, quels vont être les prochains challenges. Et très souvent, toi, le petit freelance, quand on te prend en consultant, c'est qu'on s'attend à ce que, tu vois, la petite ampoule, là. Ouais. Mais tu l'as en permanence. Mais non, c'est-à-dire que on a un blocage et tout le monde se tourne vers toi, il faut avoir l'idée brillante, quoi. Donc, il faut être en mesure d'avoir des choses. Donc moi en général, c'est vrai que je devrais pas, c'est pas bien. Après je travaille sur ça, mais mes journées mes semaines c'est 7 jours sur 7 en fait. Après le week-end, je suis plus en mode chill dans le sens où les week-ends en fait je vais les consacrer à moi et à ma montée en compétences.
formation, veille, ce genre de choses. Et dès que je vais tomber sur une idée qui va être hyper intéressante pour un client, je vais préparer une petite propale, toujours un truc assez structuré, documenté à chaque fois. Il faut rentrer ton idée à chaque fois. On va dire, écoutez, moi j'ai vu ça, là, ça serait peut-être intéressant d'implémenter ça. Parce que moi, très souvent, c'est pour ça qu'on prend et c'est pour ça qu'on se dit, on veut un freelance, c'est pas forcément une agence. Parce que le freelance, il va apporter cette fraîcheur, en fait. Que les équipes ont déjà l'habitude, ça fait des années qu'elles travaillent ensemble et qu'elles travaillent sur ce même client depuis, elles peuvent plus. L'agence, c'est une grosse structure et des fois il y a des enjeux tels que des fois pour une agence, un gros client, c'est peut-être son chiffre d'affaires de l'année qui joue. Et qui est un peu frileux à dire certaines choses. Ou toi, en tant que freelance, tu vas avoir une certaine liberté. On va peut-être te pardonner un peu ta candeur, entre guillemets. Parce qu'on veut parler de candeur en disant c'est bien, hein, mais t'es mignonne, mais nous, en fait, il y a N plus 1, N plus 4, N plus 5, N plus 8. En validation, t'as 10 boucles, t'es là, ah, d'accord. Il faut escalader la demande, comme chez Free. Voilà. Mais on t'attend aussi pour ces petites pics, en fait, de fraîcheur qu'on peut avoir. Et moi, je me suis retrouvée comme ça pour un gros client à gérer la partie story et à proposer une strat vraiment sur l'aspect story. Et j'étais hyper contente à faire mes petits montages vidéo. Ça a l'air de rien. Mais c'est hyper impressionnant. Cool. Ouais. Et ça, c'est le lundi, du coup. Le lundi, ouais, c'est le lundi. Le lundi, il se passe tout ça. Après, tout ça. Et après, sans compter les petits trucs qui vont tomber à droite à gauche et tout, parce que quand t'es dans des grosses structures comme ça, social media. Tu participes aux réunions, des trucs comme ça. Ouais, je participe aux réunions. Il y a certaines réunions, je vais pas participer quand c'est vraiment des enjeux qui sont très stratégiques. On va dire, non mais tout à l'extérieur. On t'aime bien, mais tu vas rester un peu à gauche. Au pire, on te dira après. Les réunions où vraiment on m'a dit des codires. Où on m'a dit, c'est pas qu'on veut pas, mais on peut pas. Pour des questions de confidentialité, après ça, j'entends. Même si je signe toujours des LDA quand on veut clientèle. Puis même d'un truc professionnel, je vais jamais sortir un jeu stratégique dans mes clients, parce qu'il y a des fois où je suis dans le même secteur et j'évite au maximum de faire ce genre de choses. Et j'ai remarqué, même chez les solopreneurs, les petits clients, ils sont très frileux quand ils se rendent compte que tu as travaillé avec une personne qui est dans le même secteur que ils ont peur un peu. Okay. Ce côté très, mais t'as des secrets, attention, professionnel. Et une stratégie. Oui, il y a des ontologies, attention. Non, c'est vrai. Voilà. Le mardi, on continue les projets qu'on va avoir. Donc en général, on me laissait un peu en autonomie. On se revoit encore les mercredis. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a toujours quand même cet aspect où on reste en lien et en contact sur les choses. Le mercredi, en général, qu'est-ce que c'était ? Le mercredi, c'était la réunion avec toute l'équipe marketing. Parce que là, celle du lundi, c'est l'équipe social media, l'équipe marketing, tu vois. Beaucoup de réunions. C'est en fait, mais c'est marrant, en fait, tu rentres comme un salarié, enfin, tu reviens. Mais par contre, est-ce qu'au niveau de dispo, il y a des gens qui t'envoient des messages sur WhatsApp, des trucs comme ça? Ouais, on t'envoie, t'es dispo sur WhatsApp, sur Teams. En général, on t'intègre vraiment aux outils de la boîte. Donc, mais par contre, toi, tu dis, est-ce que toi, tu fixes des limites en tant que freelance? Tu dis, ouais, mais pas jusqu'à minuit. Alors, j'ai eu de la chance qu'on m'ait pas envoyé quand même de messages jusqu'à minuit. Ça va dépendre. Il y a des clients quand même, il y a un moment qui se permettaient, parce que même si c'est vrai que je prends pas les vraies vacances, je pose toujours quand je suis mes 2 mois en dehors de France. Mais il y a un moment où je dis, écoute, en fait, moi je coupe à 14h, donc ça fait 18h pour Paris, moi il est 15h, même pas 13h là-bas, j'ai fini. En fait, je suis là. Donc c'est pas une urgence, on sauve pas les vies, hein, d'accord? C'est clair. T'as vu, tu me la gardes au chaud. Je vais répondre après. Après, je fixe des limites. Il y a des gens, ils comprennent pas trop les limites, mais moi, je les fixe avec mon téléphone. Je coupe les notifs. Et je refuse de répondre. Et c'est dernièrement que j'ai commencé à faire ça, je dois l'avouer, mais en termes de charge mentale, chez nous, ça va vite. Charge mentale, c'est pas important pour un CM. Ouais. Et après, mais en général, je suis très dispo. C'est-à-dire que des fois, s'il y a un message, s'il y a une urgence, en fait, je réponds. D'accord. Même si c'est 21h, 22h, si c'est une grosse urgence, qu'on me dit, mais il y a vraiment que toi qui as répondu. Et ça, c'est toujours un plus, parce qu'on me dit, ils apprécient ça aussi en se disant, on va la rappeler quand même pour un autre truc, parce qu'elle était vraiment dispo à 100%, et pourtant c'est une externe, quoi. Ok. Mais et du coup, bon, là c'était la petite parenthèse dispo, et le mercredi, enfin, jusqu'à la fin de la semaine. En fait, la semaine, est-ce que tu bosses un calendrier? T'as des objectifs précis, des indicateurs? Alors, le calendrier, il est bossé au mois. Ouais. Il est bossé en avance, donc c'est toujours 1 mois, voire des fois même 2 mois d'avance. Donc ça, tu détestes déjà. Ouais. Mais il y a du monde dessus. Mais ce que j'allais dire, en fait, c'est que le calendrier, c'est pas...
C'est très rarement que toi qui le gères, parce que Oui. très souvent, tu vas le gérer avec une agence aussi. Et toi, D'accord. tu vas t'occuper de décliner certains contenus, mais les gros contenus vraiment de brand, de marque, Campagne, ouais. c'est pas toi, c'est l'agence qui va les gérer. Les événements, parce que l'air de rien, il y a beaucoup d'événements quand c'est des grandes boîtes comme ça. C'est toi qui vas gérer sur la partie événements, et ça, c'est des choses qui sont très millimétrées. Et là, c'est vraiment de la coordination parce qu'il y a toi, équipe interne, qui va bosser avec l'agence qui va faire les idées, qui va bosser avec l'agence qui va construire les visuels, avec l'agence qui pilote la stratégie globale et avec les pays qui sont en coordination. Donc, en fait, c'est beaucoup dans la coordination dans ces moments-là. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de points, tu vois. Ouais. Il n'y a pas vraiment de semaine type, j'ai envie de dire. C'est pour ça que j'ai du mal à dire une semaine type, c'est que ça change à chaque fois. Je pense que tu veux dire. Mais par contre, il y a bien un attendu sur les résultats, quoi. Oui, on attend, après, on m'a jamais on m'a jamais mis une grosse pression. Bah parce que, en fait, toi, c'est quand même, tu bosses dans une grosse équipe, mais c'est quoi les attentes? Enfin, sur les équipes, je sais pas, mais sur toi, c'est quoi les attentes précises? C'est ce que je veux dire. Moi, on s'attend à ce que, quand y a des chiffres qui sont pas bons, on est bloqué, on s'attend à ce que moi, je fasse marcher mon intelligence et que je leur apporte une solution. Alors, même si c'est pas une solution, mais il faut que je sois force de proposition, en fait. On s'attend à ça de ma part. Ouais, voilà, d'accord. Je peux pas rester là. Même si, genre, ah, ma merde, ça a pas marché. Bon, tant pis, je prends un café. Qu'est-ce qu'on fait? Trouver un truc. Toujours orienter solution. Ouais, il faut être hyper. Et je le dire en anglais parce que c'est des environnements très internationaux. Ouais. Et c'est vraiment une façon de voir qui est très anglo-saxonne et voire même très américaine dans certaines boîtes. D'accord. Où on y va. Et on débite, même si t'as du jeu de cerveau à la fin de la journée. Ouais. T'as donné ce qu'il fallait. Ouais, d'accord. Et toi, tu joues le jeu à fond et tout. Enfin, parce que tu vois, c'est hyper impressionnant ce que tu fais, mais en même temps, quand tu vois ton tarif jour, tu te dis, ça paraît peut-être un peu faible, quoi. C'est faible par rapport à ce que pour sortir des idées comme ça toute la journée. Et c'est pour ça que je te dis, je peux pas me permettre de faire ça vraiment toute l'année. Puis il y a un moment, t'as un espèce de gros sentiment d'injustice où tu te dis, mais doucement, si je fais un investissement aussi, tu vois. Mais comment dire, moi je te dis au départ, quand on me dit ouais, c'est pas possible, j'aime pas. Après, je pense que c'est propre à ma personnalité. Oui, je pense que chacun fait un peu comme il veut de toute façon. Ok. C'est même un challenge personnel en me disant, j'ai fait ça quand même, c'est pas mal. Oui, c'est clair. En tout cas, c'est hyper impressionnant parce que ça rajoute beaucoup à ta crédibilité de freelance, quoi. Et c'est des choses que j'ai jamais dites sur mes réseaux. Ouais, il faut en parler parce que c'est du lourd, quoi. Enfin, parce que il y a le monde un peu de l'agence qui est un peu secret, un peu feutré, avec des égos, je pense, à gérer, tout ça. Surtout si ça me donne. Les égos, je pense. Ouais. Je pense que ça, c'est le truc ça freine, quoi, tu vois, immédiatement, quoi. Enfin, il y a une compétition interne, je vais pas mentir, et même moi, c'est ce qui m'a fait partir. Hein. Ouais. Clairement, comme tu as vu, même mes valeurs, elles sont importantes pour moi et je suis pas intransigeante sur mes valeurs. Ouais. Un peu beaucoup dans les problèmes. Non, mais il y a des choses que je peux pas supporter, quoi. Non, mais il y a des gens, dans ces énormes structures, il y a des gens, en fait, ils sont créateurs de problèmes, déjà. Mais ils sont à des postes de dirigeants, quoi, de managers, à ça. Et ils font tout pour diviser et tout. Enfin, le pire, je pense, que c'est les personnes qui sont vraiment en insécurité personnelle. Totalement. Alors, c'est vraiment... c'est le genre de personne qui dégoûte du boulot et qu'il y a des gens qui partent en burn-out à cause de ça. De personnes qui sont du freelance, à la suite. Et moi, dans ma position de freelance, et d'ailleurs, c'est bien parce que ça me permet d'avoir un certain recul aussi, d'être freelance dans ce genre de boîte. J'ai vu des choses où je me suis dit, mais en fait, comment les gens font pour supporter, ouais. Tout ça, parce que tu le vois de l'extérieur. Moi aussi, je l'ai vu après avec mes clients de l'extérieur. Ouais, c'est... Ouais. J'ai toujours eu de la chance, j'ai toujours eu des points de contact sur lesquels, en fait, je pouvais avoir confiance que t'as toujours un contact privilégié, en fait, dans ce genre de boîte, dans la personne avec qui tu vas travailler tout le temps. J'ai eu de la chance d'avoir toujours des personnes qui étaient assez bienveillantes, avec qui je partageais les mêmes valeurs. Okay. Quand je dis que le feeling est important, parce que c'est par feeling qu'on prend, en fait. Ce que genre de personnes me disent, ouais, je t'ai pris parce que t'es souriant, t'as l'air avant, t'as l'associé, t'as l'air ça. Et c'est vrai que quand tu vois de l'extérieur, après, je dis, mais en fait, c'est comme ça chez nous, mais comment vous faites? Ouais, t'as pas le choix. Ouais, c'est clair. Vous avez le choix. Bon, écoute, on va conclure sur ça, parce que c'est 1h20. Ouais. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. J'avais dit, il faut que ça dure 45 minutes, 50 minutes, mais j'y arrive jamais de toute façon. Donc, voilà.
Moi, j'aime bien tes Et, bons épisodes, c'est intéressant. mais tu sais que mon plus long épisode qui dure 2 heures avec Adeline Vio, je pensais que c'était... il dure 2 heures, hein, 2 heures et un peu plus d'ailleurs, 2h05. Et la rétention sur l'épisode, c'est de 60%, quoi. Il y a 60% des personnes qui l'écoutent qui terminent l'épisode. Et je me dis, mais purée, mais c'est incroyable, quoi. 2 Après, les heures, quoi. C'est podcasts, énorme, quoi. on les consomme pas d'un trait. Moi, je suis très dans la mobilité. En fait, quand j'écoute les podcasts, soit je suis à la salle, soit je suis dans les transports. Mm. Et ça va être peut-être sur 2 jours, sur 4 trajets, et ça passe, en fait. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai. Après, je sais pas si, quand tu coupes et tu reprends la lecture, est-ce que ça calcule sur un Ah, ça stop? c'est intéressant de voir ça. Ouais, ça, je suis Parce que pas moi, je suis sûr que ce beaucoup comme soit... ça, Ouais. hein. Sur les C'est comme ça que je consomme. longs... Ouais. Ouais. Enfin, voilà. Bon, ben, merci beaucoup, Ama, Merci à toi. pour ton expérience, pour ton partage d'expérience dans le podcast et sur la chaîne YouTube. C'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça va beaucoup intéresser les CM. C'est cool. Bah, Euh, s'ils ont des questions, si t'as des questions aussi après, moi, je suis toujours ouverte. voilà. J'aime bien Ouais, partager. bah trop bien. Ouais, ben, ça se voit. Mais ça se voit, hein. C'est vraiment très riche. Moi, j'ai posé vraiment toutes les questions qui sont les plus intéressantes, je pense, les plus importantes pour les CM, mais aussi qui m'intéressent moi. Et du coup, bah, je suis OK avec ça. Maintenant, bah, je vais conclure l'épisode. Si toi, tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de découvrir mes offres, tu peux aller voir le lien en description où tu peux découvrir ma boutique. Mais si tu as envie de rejoindre aussi les abonnés à ma newsletter, tu peux cliquer sur la formation offerte. C'est une masterclass en 3 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Voilà, tous les liens sont en description de l'épisode et sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de liker la vidéo sur YouTube, de t'abonner à ma chaîne et si possible de me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Il suffit de télécharger l'application, c'est gratuit pour tous les utilisateurs d'iPhone. Tu vas sur la page CM au sommet, tu descends tout en bas, tu écris ton avis, ça dure environ 1 minute et franchement moi ça donne un gros coup de pouce à mon podcast dans les algorithmes parce que voilà, j'ai un objectif de 100 avis, voilà, hein, j'aimerais bien l'atteindre et là j'en suis à 12. Au bout de... non mais franchement, ça fait 4 ans que mon podcast, j'ai 12 avis quoi. Et parce que je l'ai jamais vraiment demandé, tu vois. Alors là, je le demande. Si tu voilà. Je demande à la fin de Cool pour l'épisode. la chaîne. La prochaine fois, je demanderai au début de l'épisode, ce sera mieux. Voilà. Ouais, merci, à bientôt. Merci. Ça, Salut.